Ça y est, on est au mois de mars. This is March, let the madness begin. Bienvenue sur Envergure, nouvel épisode. Cette année à la March Madness en NCAA, pas de Duke, pas de Kentucky, ce qui nous permet de parler d'ores et déjà des prospects de ces équipes, puisqu'il y en aura à la draft, ça on peut en être sûr. Ce soir on va parler d'un contreur d'exception, Isaiah Jackson, Kentucky, mais aussi de plein d'autres choses, notamment notre dernier big board qui vient de paraître sur le site envergure.co. Allez, on y va. Alors, dans l'équipe, ce soir, Manu, bonsoir. Monsieur Berthaud, bonsoir. Voilà, en direct de sa salle de bain, visiblement. Monsieur Ben, comment allez-vous ? Monsieur Berthaud, mes hommages. Et Monsieur Pierre Migou, qui est là. Migou. Oui, mais cher Alexandre. De la Data Team, évidemment, notre spécialiste régional. On va avoir Alan qui va nous rejoindre en cours de partie, puisqu'on appelle ça une partie désormais, c'est plus un podcast. Et donc, pour parler d'Isaiah Jackson, mais avant, on va quand même vous parler un peu de March Madness, puisque ça débute vendredi, donc 2 jours après la sortie de ce podcast, et qu'on a hâte, enfin, même les matchs d'élimination vont être joués avant, mais les vrais matchs, le vrai premier tour, ce sera vendredi, samedi, donc on a hâte. Évidemment, c'est un grand moment pour nous, c'est le moment, si vous n'avez pas regardé de la NCAA de toute l'année, de vous y mettre, puisqu'il y a des matchs à enjeu, il y a des gros prospects, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour apprécier les joueurs dans un environnement optimal, et puis il y aura forcément des surprises, en fait, des matchs serrés, des matchs qui s'enchaînent à la pelle, donc ça va être un régal. Messieurs, je vous ai demandé de me préparer avant, une sorte d'apéritif de ce podcast, si vous voulez, un joueur qui, selon vous, peut, grâce à la March Madness, gratter 5-10 places dans les big boards, c'est-à-dire les classements des meilleurs joueurs présents à la draft en 2021. Je commence par toi, Pierre, à toi l'honneur. Qui ? Moi j'avais pris un joueur, mais pas forcément draftable, enfin, qu'on ne parle pas forcément à la draft cette année, et c'est un joueur d'Alabama, c'est Javon Quinerly. Alors, Javon Quinerly, tu as 1 minute maintenant pour me dire pourquoi il va exploser. Alors, Javon Quinerly, parce que déjà, il a été excellent sur le tournoi de SEC. Il a été élu MVP avec Alabama a gagné, il a été élu MVP du tournoi. Il y a Primo qui est absent. Joshua Primo, c'est un 2-3 et qui prend des tirs en sortie de banc pour Alabama. Donc du coup, je pense que lui s'est blessé et donc Javon Quinerly va récupérer ces tirs-là et donc va pouvoir encore plus s'exprimer balle en main. Voilà, et je pense que si Quinerly est bon, Alabama a des grandes ambitions pour le tournoi final. En 2 mots, Quinerly, c'est quoi ? Ça va vite, ça shoot ? Exactement, c'est vitesse, percussion, shoot, et puis une certaine une vista, il voit bien, il attaque bien le cercle aussi, franchement, c'est gros talent balle en main. Parfait, moins d'1 minute, c'est respecté. Ben, qui est ton breakout player pour la March Madness 2021 ? March Madness, c'est souvent la grande danse des heat check guys, c'est-à-dire un joueur qui prend feu soudainement pendant quelques semaines. C'est pour ça que j'ai choisi de Texas Tech, Kyler Edwards. Kyler Edwards, c'est dans le fond un poste 2 qui joue poste 1 maintenant à cause de Mac McClung dans l'espèce de chaos intersidéral qui est l'attaque de Texas Tech. Et il est absolument terrible à la finition, mais c'est un très bon shooter. C'est un shooter de 3 points. Et Texas Tech va avoir absolument besoin de sa précision et de son heat check, dans le fond, pour survivre à March Madness. Donc, moi, je crois que Kyler Edwards, dont on ne parle absolument pas sur les boards présentement, va prendre en feu et va enflammer les passions sur Twitter. Et comme tous les gars de Texas Tech, il a des énormes brazos, quoi. Il a des gros muscles. On fait de la muscu à Texas Tech. Absolument, là. Peut-être un bon docteur aussi. Ouais, je sais pas.
On ne prononcera pas. Texas Tech, au premier tour, joue face à Utah State. C'est pas mal du tout. Ça va être alors, ça va sans doute être moche à regarder, si on vous dit la vérité. Ça va pas être fou. Il va Probablement. affronter le transpalette. Il va affronter. Mais c'est un horaire très décent puisque ça va commencer à 18h45 vendredi. Donc Texas Tech, Utah State, avec notamment le pivot portugais Nemias Queta du côté de Utah State, qui est candidat à la draft. Et Pierre, toi, tu me parlais de Alabama qui joue en entrée contre Iona. Et Iona, ça joue un peu plus tard, mais c'est un horaire décent aussi, 21h, samedi. Donc, et Iona, c'est pas si mal, hein, donc ça pourrait être un beau match un peu offensif, etc. Donc voilà, une belle opposition. À toi, Manu, qui va exploser pendant cette March Madness, s'il te plaît? Alors moi, c'est un collègue de Quinnerly, donc un autre joueur d'Alabama. Quand on pense à Alabama, on passe Quinnerly ou Herb Jones, mais moi j'ai ou John Petty. Et moi, je vous ai choisi un sophomore, Jaden Shackelford. Donc je mise sur la possible absence de Josh Primo, qui s'est fait une petite entorse des 10 diamants. Donc, voilà, avec son absence, je mise sur le fait qu'il a un peu plus de ballon, du fait que les défenses soient concentrées sur Herb Jones, Quinnerly, John Petty. Et justement, il va réussir à sanctionner à 3 points notamment. C'est là où il est le meilleur. C'est vraiment un shooter un peu foufou dans la trempe de Book Knight et Cam Johnson. Ouais, un gaucher. Notre ami Shackelford donc. Et en parlant de James Bouknight dont on a fait un podcast, on vous renvoie vers notre site et les épisodes précédents. James Bouknight qui pourrait affronter Alabama dès le deuxième tour puisque UConn est dans la même partie de tableau que Alabama. Et il en manquait un qui était prévu dans le podcast mais qui vient seulement d'arriver. Alan, on dit bonjour à Alan, l'équipe. Bonjour Alan. Voilà. Bonjour les gars, merci beaucoup. Comment ça va, Alan? Super. Très Super, bien. c'est la meilleure période de l'année. Exactement, meilleure période de l'année. Qui va exploser à la March Madness selon toi? Je te prends à froid. J'ai choisi Marcus Zegarowski. Ça, c'est bien. On aime les noms exotiques. Exactement. C'est pas Crétin, Jamal... ça? Si, c'est Creighton. Ah que oui, j'aime, j'aime bien. que j'aime appeler le Jamal Murray du Nebraska. Parce que je trouve que esthétiquement, dans l'esthétisme, il copie beaucoup Jamal Murray. Donc c'est le meilleur joueur, je pense, de Creighton. Ouais. Une des équipes que moi j'apprécie, j'aime vraiment bien regarder depuis quelques années. L'année dernière, j'adorais avec Tyjon Alexander qui est du côté de Phoenix en two-way. Mais c'est une équipe qui joue vraiment bien avec Mitch Ballock. Mitch, grosse baloche. Hein. Exactement, Ballock. Alex, le shooter gaucher, des CUND à côté. Marcus Zegarowski, c'est le meneur, c'est le porteur de balle, c'est le joueur qui pull up. Et je pense que c'est un joueur qui. Donc c'est un junior, c'est un joueur qui vient du Massachusetts à la base, mais qui joue à Creighton. Et je pense vraiment que c'est un joueur qui peut faire quelques cartons à la March Madness. Si Creighton va loin, ça sera parce que Zegarowski plante. Bon, en tout cas, comme pour les autres, beau premier match pour Creighton face à Santa Barbara, qui n'est pas une équipe très connue et qui pourtant a un prospect, très ouais. bon prospect en meilleur joueur. Donc ça va être une belle Ja'Cory opposition. McLaughlin. Voilà, McLaughlin en meilleur joueur, ça va être une belle opposition face à Creighton et c'est pas joué même si Creighton est seed 5 et UCSB seed 12, ça va pas être facile et Creighton qui est dans la même partie de tableau que Gonzaga, donc autant vous dire que ça va être compliqué d'aller au-delà du Sweet 16, mais bon, s'ils vont déjà en deuxième semaine, c'est pas mal. Voilà, on a fait le tour pour la March Madness, on vous renvoie à la vidéo qu'on a fait chez la First Team pour vous présenter un petit peu le tournoi si vous savez pas comment ça fonctionne, pour vous présenter les favoris, pour vous présenter aussi d'autres prospects, pas ceux dont on vient de parler, mais d'autres prospects qui pourraient briller lors de ce tournoi final. Ça va durer 3 semaines, ça va être top. Donc mettez-vous au college basketball au moins pour ces 3 semaines. C'est un conseil si vous aimez bien le basketball. Un petit mot sur notre big board qui vient de sortir, qui est sorti hier par rapport au moment où on enregistre où le podcast sortira, puisqu'on est mercredi, jour de sortie. Mardi, sortie du big board, on n'arrête pas. Numéro 1, Kate Cunningham. Ben, est-ce qu'il y a
une chose que tu as à dire sur nos classements généraux. Est-ce que tu penses qu'il y a un type qu'on classe trop bas pour l'instant ou trop haut et qui va chuter? Ben, je vais être un peu entre les deux. Je vais couper la poire en deux, puis je vais dire que Scotty Barnes au numéro 10, je l'ai un peu plus loin. Je crois que je l'ai numéro 15. J'ai absolument aucune idée quoi faire avec. C'est la grande énigme pour moi de cette draft cette année. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'on fait en NBA avec Scotty Barnes. Donc, d'être 10, je crois que c'est très positif pour lui. Mais c'est le gros point d'interrogation que j'ai cette année. Effectivement. Manu, est-ce que tu as un truc à retenir de ce big board? 14 des 15 premiers joueurs classés sont des freshmen. Effectivement, à part James Bouknight, donc. Ce qui est assez inédit. Si, c'est ça. Oui, c'est vrai. Après, c'est souvent qu'il y a beaucoup de freshmen, mais c'est assez rare qu'il n'y ait pas de sophomore. Et je crois que c'est Alan qui disait ça la dernière fois, les sophomores sont souvent un peu sous-cotés à tort, parce qu'ils ne sont pas beaucoup plus vieux que les freshmen et qu'ils ont juste simplement choisi de revenir pour une année de plus à la fac. Et en fait, parfois, ça leur fait du bien, CF, James Bouknight donc, et d'autres exemples par le passé. Alan, est-ce que tu as un truc à dire? Est-ce que tu as un coup de gueule à passer là? Pas un coup de gueule, mais on m'aurait dit avant la saison que Ousmane Garouba serait le 4e européen sur le big board. Ça m'aurait un peu surpris. Tu penses qu'on est trop bas sur Ousmane? Je sais pas. Je pense qu'il y a le fait qu'il est présenté depuis très haut, depuis très longtemps, qui fait qu'on en garde peut-être, moi personnellement, une trop bonne image. Et donc il faut aussi se rendre à la réalité du fait qu'il a peut-être pas progressé depuis 2 ans dans d'autres compartiments de son jeu. Mais je pense aussi que ça prouve que les situations de gars comme Sengun ou Perkassin qui ont beaucoup plus de responsabilités dans des clubs plus faibles peuvent peut-être se montrer de mieux s'exposer. Mais sinon, moi je suis un peu dans l'inverse de Ben, c'est que j'ai Barnes en 8 et je pense que je l'ai trop bas. Donc ce sera des bons débats, je pense. Le paradoxe Scotty Barnes et aussi le paradoxe Killian Hayes qu'on pourrait appeler avec Ousmane Garouba. Killian Hayes ou Théo Malédon, c'est selon. Killian Hayes qui était dans une équipe plus faible avec plus de responsabilités, Malédon dans une équipe plus forte avec moins de responsabilités, avec le résultat qu'on connaît à la draft, ce qui n'est pas toujours la réalité du lendemain en NBA, même si on souhaite évidemment tout le meilleur à Killian et notamment qu'il se remette bien. Pierre, maintenant, toi ton classement n'est pas affiché sur le site, Non. mais tu as sans doute des remarques car l'œil avisé. Des remarques, c'est plus l'écart qu'il y a entre vous et moi sur BJ Boston, donc un joueur de Kentucky. Oui. Ça tombe bien, Kentucky, on va y rester. Mais ouais, moi je l'ai beaucoup plus bas. Il m'a beaucoup déçu, il y avait beaucoup d'attentes sur ce garçon, il a eu beaucoup de mal. Après, il y a plein de circonstances atténuantes, on va dire, mais quand même, je reste beaucoup sur ma faim sur ce garçon qui, pour moi, dans un monde idéal, resterait en NCAA encore un petit peu. On a peut-être été un peu tous refroidis par l'exemple de McDaniels l'année dernière, en fait. C'est ça, c'est ce que je pensais à ça aussi. Ouais. Il y avait un psychopathe à la main. Oui, c'est ça. Il y avait pas beaucoup. On va en parler dans le sujet Isaiah Jackson, mais ouais. Pour finir, l'année dernière, McDaniels, on l'a tous descendu petit à petit dans nos boards parce que il y avait des questions, il était trop fin, il n'arrivait pas à aller au cercle, il n'y avait pas trop de handle, etc., etc., etc. Au final, il fait quand même 2,8 m, il shoot bien. Finalement, il défend pas si mal, il défend même bien cette année à Minnesota, et donc il fait beaucoup de bien. Alors de là à dire que c'était un top 10, on va attendre 2-3 ans pour juger. Mais c'est aussi, je sais pas pour toi Alan, mais moi c'est un exemple qui m'a refroidi en disant il faut pas trop donner d'importance à cette année freshman en fait. Ouais, l'année freshman chez les one and done des gros programmes, j'essaie toujours de prendre avec des pincettes. Mais c'est un contexte, et il y a d'autres contextes. Je pense qu'il faut aller voir autre chose sur BJ Boston, même si en même temps on l'a 9. Et avant la saison, tout le monde l'avait top 5. Donc c'est quand même qu'il y a une petite déception sur sa saison. Oui. Moi, sur ce que j'avais vu au lycée, je l'avais dans les 3 premiers. Et donc je l'ai baissé. Absolument. Il est l'heure. On sonne la cloche. Il est l'heure du débat. De la présentation
Isaiah Jackson. Donc on reste à Kentucky, ça tombe bien, on parlait de Brandon Boston Jr. Non, pas Junior, Brandon Boston. On sait Si, jamais si c'est Junior. Ouais. Je sais pas BJ si c'est Boston. Brandon BJ. C'est ça. Kentucky qui n'est pas à la March Madness. Et j'ai besoin de quelqu'un pour me présenter Isaiah Jackson, puisque évidemment la plupart de ceux qui nous écoutent, je pense, ne l'ont pas vu jouer. Et donc ce quelqu'un, évidemment, c'est Ben qui va nous brosser un petit portrait rapide. Oui, anecdote un peu drôle. J'ai été mis au courant de l'existence de Isaiah Jackson la première fois au camp d'entraînement de Kentucky cette année parce qu'il y avait une erreur cléricale sur son envergure et c'était dit qu'il y avait une envergure de 7 pieds 5. Et il a une envergure en vrai de 7,05. Mais ça m'a intrigué parce que c'est un gars qui a vraiment. C'est un poste 4 qui fait 6'10, qui est très très fin, qui fait 206 livres. Moi, je peux vous donner une comparaison. Le joueur le plus près que je peux voir d'Isaiah Jackson, qu'on a vu à Kentucky il y a quelques années, c'est Nerlens Noel, qui joue maintenant pour les Knicks de New York. Un poste 4 avec des talents et de poste 5, c'est-à-dire qu'il peut défendre vraiment très très bien, qui a des pieds extrêmement rapides, qui saute très haut, qui a un excellent timing pour protéger sec. Il est assez rapide et explosif aussi pour switcher au périmètre, pour attaquer un peu n'importe qui de 1 à 5. Moi, c'est un type de joueur que j'aime beaucoup parce il maîtrise quelque chose. C'est-à-dire qu'il a une carte d'affaires à vendre. C'est-à-dire, moi, Isaiah Jackson, je suis spécialiste de la défensive. Et lorsqu'on a un poste 4-5 comme ça, on en a toujours besoin d'un hyperactif qui va chercher des rebonds, qui va mettre des putbacks et qui va faire des contres. Je pense qu'il a en moyenne 2,6 contres cette année, ce qui est absolument énorme pour un joueur de NCAA. Il a un timing, il a une explosivité, et il a un facteur intimidation qui est vraiment très très grand. Offensivement parlant, c'est ça, là, il a une efficacité de 54% qui est majoritairement au panier. Je ne crois pas qu'il ait pris 3 points cette année. Il en a pris un, je crois. Et deux, mais il n'en a pas fait un, right? Non, il n'en a pas mis. Non, 0 sur 2. Il n'en a pas mis un. 0 sur 2. Son tir n'est pas dégueu. Il shoot à 70% à 3 points. Au lancer franc, pardon. Ouais, qu'est-ce que je raconte à 3 points? Au lancer franc, sa mécanique de tir n'est pas brisée, mais son attaque est très, très, très primaire. C'est-à-dire que côté en attaque, il est meilleur que Nerlens Noel, c'est-à-dire qu'il est capable d'attraper un ballon lorsqu'on lui fait une passe. Il est capable de se mettre en position pour faire du dommage, mais pour l'instant, il en a fait très peu ou pas du tout. C'est-à-dire que c'est un spécialiste de défensive et on draft ça d'habitude en début de deuxième tour. Ne dites pas tout, monsieur Lelièvre. Donc, on me parle d'un joueur qui est quand même assez intéressant, notamment défensivement. Alors, même s'il n'a pas Nerlens Noel à l'époque, défensivement, qui était à plus de 2 interceptions et 4 contre et demi par match, quand même assez fou. Mais je vois aussi qu'il joue moins. Et donc là, je me tourne vers Pierre, qui a suivi toute la saison de Kentucky. Quel rôle il avait sur le terrain, quel rôle au sein de l'effectif, pourquoi il joue 21 minutes par match, alors que là, on est en train d'en parler comme d'un prospect intéressant. Alors, il serait de bon ton de cracher sur Calipari, mais pour une fois, c'est pas totalement de sa faute. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a la fâcheuse tendance à être en foul trouble, et donc du coup qui a fait 5 fautes sur 6 des 25 matchs de Kentucky. Il a starté 18 fois sur 25, et donc pour 6 fois, il est sorti pour 5 fautes, et il a fini à 10 fois plus de 4 fautes, donc, enfin à 4 fautes ou plus. Donc c'est énorme. Donc il y a un gros problème de ce côté-là. Il y a un côté assez naïf par rapport à son style de jeu. C'est un joueur qui cherche le contre, et donc du coup qui quelquefois se fait aussi avoir. Donc forcément ça a endommagé les stats brutes, on va dire. Après, dans son rôle, il était souvent mis à côté d'Olivier Sarr.
Alors Olivier Sarr qui a cette capacité à plutôt stretcher, on va dire, et puis lui qui était plus dans les courses et dans les flashs, dans les flashs au ballon. Et voilà, après il y avait toujours le problème de Kentucky cette année avec le guard play qui était juste calamiteux et affreux. Donc malheureusement il n'a pas pu briller, mais on note quand même sur ces derniers matchs qu'il a vraiment il a augmenté sa moyenne de points. J'ai fait le calcul, sur les 7 derniers matchs il a 13 points par match. Donc ce qui est beaucoup mieux que ce qu'il a présenté, le tout à 63% de réussite. Voilà. Donc en progression quand même, mais il y avait quand même un peu de concurrence sur son poste 4, il pouvait pas vraiment jouer 5 puisqu'Olivier Sarr jouait beaucoup, c'est ça? Voilà. Ouais, exactement. C'était assez compliqué. Il y avait aussi le frère Topin. Il y avait, Hmm. enfin voilà, il y avait du monde. À un moment donné, Ware, ouais aussi. Donc Lance Ware, je crois. ouais, donc enfin puis bon, Calipari, on sait, hein, si ça marche pas en plus, il essaie toutes les formules. Donc du coup, forcément, ça, c'est au détriment des joueurs. Hmm. Donc voilà, et, tout ça a fait que effectivement, 20 minutes par match. Donc, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder ces stats sur 40 minutes, où là, c'est là où ça devient assez affolant, quoi. Oui, on est sur 5 contres par match sur 40 minutes du coup, puisque C'est ça. 2,6 contres sur Et 21 tout rebond. minutes. Ouais, Ouais. quasiment 13 rebonds. Ouais. C'est très intéressant. Vous pouvez aller sur sa fiche, évidemment, que tu as mise sur envergure.co pour avoir les stats sous les yeux en même temps qu'on parle. C'est vachement pratique. Juste, je redonne les mensurations, puisque Ben les a données pour nos amis outre-Atlantique. 2,9 m, 93 kg. Alors du coup, envergure à vérifier, puisque nous, on a 2,19, c'est peut-être beaucoup. On verra, on vérifiera ça plus tard, mais en tout cas, il n'a pas des petits bras. Il n'a peut-être pas des très longs bras, mais il n'a pas des petits bras. Manu, j'ai besoin, donc Ben a parlé d'un joueur très athlétique, d'accord, besoin que tu me donnes ses qualités évidentes en fait. Qu'est-ce qu'on achète si on draft Isaiah Jackson en fait? On se met dans la peau d'un GM. Moi, ce que j'achète, c'est sa défense. Moi, je l'imagine défendre sur toutes les positions à terme. Et c'est vraiment ça que je vois directement chez lui, avec un second jump vraiment, vraiment intéressant aussi. Tout ça, ces deux choses-là couplées, entre d'autres choses, me font dire que pour moi, c'est un prospect qui est dans le top 10-15. C'est pour ça qu'il est 11 dans mon board. D'ailleurs, c'est vraiment ce range-là, 10-15. Hmm. Voilà, moi, je ne laisse pas passer parce que j'imagine beaucoup de choses, que ce soit défense sur l'homme, que ce soit défense du cercle. C'est vraiment ça que j'achète, c'est lui, parce que mobilité dingue pour un mec de 9, parce que des bras, moi, je les trouve assez immenses. Je pense pas qu'il soit 2,19, mais je les trouve assez immenses. Et voilà, c'est vraiment tout ça que j'achète. Principalement sa défense, que je vois vraiment comme le truc chez lui. Un peu à la Brandon Clark, si on compare à un joueur récent drafté, qui n'était pas une flèche forcément offensivement, notamment au niveau du shoot, ça va, ça vient, mais défensivement très fort. Ouais, je suis pas choqué par ça. C'est pas con du tout comme comparaison. Alan, j'ai besoin que tu me dises, toi qui regardes beaucoup de NBA, quel genre de rôle dans la NBA d'aujourd'hui Isaiah Jackson pourrait avoir. On parle d'un mec qui peut switcher partout. Quel rôle il peut avoir dans cette NBA? Est-ce qu'il va sortir du banc? Est-ce qu'il serait titulaire à côté de quel type de profil? Évidemment, ça dépend des coachs. Mais en règle générale, et puis qu'est-ce qu'il aura besoin d'ajouter ensuite à son jeu pour arriver vers ce rôle espéré? Le fait qu'il shoot pas à 3 points fait qu'il devrait être le seul non-shooter sur le terrain dans son début de carrière. Avoir 2 non-shooters à 3 points en NBA aujourd'hui, c'est pas possible, et il y a très très peu d'attaques qui arrivent à survivre comme ça. Donc il faudra soit qu'il joue 5 et qu'il joue à côté d'un ailier qui joue au poste 4, ou alors si on veut le faire jouer au poste 4, il faudra un vrai stretch 5 à la Brook Lopez, un joueur dans ce genre-là. Ça sera pas possible pour lui dans son début de carrière de jouer poste 4 avec un pivot à côté. Qui ne shoot pas. Ça sera pas possible pour le spacing. Donc je pense que ça sera typiquement un joueur qui
Il sera, je pense, backup 5 backup 5 dans ses premières années, qui jouera une 15-20 minutes. Et s'il arrive, voilà, si on arrive à développer peut-être sa palette offensive, parce que c'est très très brut, c'est un genre de fin de chaîne, hein. C'est que de la fin de chaîne pour l'instant. Même s'il y a des petits hooks ou des petites choses comme ça, ça sera pour moi dans ses premières années un bon backup, et puis potentiellement quelqu'un qui peut après prendre des minutes en tant que titulaire, mais avec pour le moment la nécessité d'avoir que des shooters autour, parce que sinon pour le spacing ça marchera pas. Donc on récapitule, force principale, évidemment la défense, switchabilité, le côté efficace près du cercle, on va peut-être en reparler, mais en tout cas au-dessus du cercle, évidemment, lob target, cible pour les alley-oops, le côté aussi jeune, on n'en a pas parlé, mais c'est un des rares 2002 qu'on a mis dans notre top 20 pour le moment. Il y a pas mal de 2001, même chez la classe de freshman, donc l'âge compte également. C'est un des joueurs, un des candidats les plus jeunes à Isaiah Jackson. Maintenant, on a parlé de ses forces principales, on a parlé de sa faiblesse principale, du coup le tir. Quelles autres facettes de son jeu vous avez pu voir, et là du coup pas régulièrement, qui sautent pas aux yeux, mais en l'observant beaucoup. Je vais peut-être venir vers toi, Pierre, d'abord, qui a vu pas mal de matchs. Quelles autres facettes du jeu on pourrait voir en développement, que ce soit un aspect un peu plus leadership, c'est-à-dire mental, ou en tout cas connaissance du jeu, ou que ce soit un aspect purement technique dans la palette offensive? Ouais, après, donc, comme l'a dit Alan, c'est vrai que c'est un joueur très brut, un joueur de fin de chaîne. Après, dans ce qu'il dégage sur le terrain, c'est un joueur qui dégage pas grand-chose, en fait, que je trouve relativement neutre et qui semble très fair-play aussi. Moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois relever un adversaire, relever ses gars. C'est d'être un bon gars, par contre, à coacher, donc ça, c'est plutôt bien. Après, voilà, offensivement, il n'y a rien comme c'est très compliqué. Enfin, on l'a jamais vu avec balle en main, comme ça se fait beaucoup maintenant avec des pivots qui sont capables de passer. On l'a quasiment jamais vu à la passe. Moi, ça m'interpelle un petit peu, savoir est-ce qu'il est capable au moins de faire des lectures basiques. On lui demandait jamais de faire ça. On lui demandait, lui, souvent, c'était d'être près du cercle et d'être avec un espèce de hustle pour jouer les rebonds offensifs, tandis que lui, c'était juste ça, son rôle, c'était de gratter des ballons et remonter et mettre dedans, quoi, grosso modo. Donc c'est vrai que ça, il y a beaucoup d'interrogations, mais après on peut avoir des bonnes surprises. Kentucky, on est habitué, quoi. Emmanuel Quickley en est un exemple merveilleux pour moi. En effet. Alors en parlant de Quickley, Ben, est-ce que Jackson peut avoir un skill set caché par coach Calipari et par le système Kentucky? Je vais dire un peu mon ressenti, mais moi j'ai l'impression que je l'ai vu au moins driver, sans passer, Pierre a raison, mais au moins driver, prendre de vitesse du coup son adversaire direct quelques fois. Pas de manière régulière, mais quelques fois. Ah, absolument. Moi, je crois que le rôle vraiment très serré qu'on lui a donné à Kentucky ne lui a probablement pas rendu service plusieurs fois. Si on en croit ses entrevues, il est capable de dribbler, shooter, de créer son shoot. Et il voulait jouer, et il refusait de jouer poste 4 et poste 5 lorsqu'il était au lycée. Il voulait jouer poste 2 parce qu'il disait que c'est là qu'on était les plus impliqués à l'attaque. Bon, sa chanson a changé depuis ce temps-là, mais on parle d'un joueur, je crois, qui est conscient qu'il lui manque qui lui manque des choses, puis qui va justement qui doit travailler sur des petites nuances de son jeu comme ça. En effet, c'est un bon driver. Je crois que en ligne droite ou sans même le ballon, il pourrait être son athlétisme pourrait vraiment être un plus pour lui. En plus, qui n'est vraiment pas lourd, donc ça lui permet de courir encore plus vite. Oui, c'est vrai. Il est pour l'instant très léger. Manu, justement, est-ce que ça t'inquiète, ce côté un peu... il n'a pas de grosses épaules, on n'a pas l'impression qu'il va prendre énormément de poids, en fait, Isaiah Jackson. Et je sais pas, alors je vais chercher en même temps que je parle. Je sais pas si vous l'avez, vous, au niveau sa réussite au cercle, mais j'ai pas l'impression que... 68
68% au cercle et Ah. 35% à mi-distance. Tu es parfait, Pierre. 68% au cercle, ce qui est bien, ce qui est très bien, mais pas Oui, surtout exceptionnel. vous au gabarit. Ouais. Data Team represent. Ouais, c'est ça. Un chiffre, vous leur demandez. Alors, Manu, qu'est-ce que ça t'inquiète, le frame, le gabarit, pardon, de Isaiah Jackson? Du tout. Moi, je pense qu'il va pouvoir ajouter quelques muscles par-ci par-là au niveau des bras. Ça m'inquiète pas plus que ça. Il va pas doubler de volume comme pas Dwight Howard, un Anthony Davis par exemple, où il était vraiment tout frêle au début aussi à Kentucky. Il était pas le plus musclé de son équipe. Mais il a pris en épaisseur au fil des saisons et je vois un peu cette même chose-là sans aller jusqu'à Davis aujourd'hui. C'est vraiment ultra développé. Je vois entre les deux. Vraiment prendre, mais pas prendre ce qu'il faut en fait. Pour son jeu, pour qu'il soit poli, pour qu'il soit à même de tenir le choc et les contacts en fait en NBA. Alan, est-ce que tu as une observation à faire sur on va dire les skills secondaires de notre ami Jackson? Déjà, je trouve qu'au lancer franc, il a une belle mécanique. Franchement, je trouve que c'est plutôt correct. Et j'avais lu comme quoi, en fait, quand il jouait, en fait, il a joué avec LaMelo Ball en high school. Tout le monde a joué avec LaMelo à Ball. Spire. Il jouait à Spire avec lui. Et en fait, de ce qui se dit un peu, c'est que il n'a pas du tout été bon. C'est normal, hein, servi de la même manière par LaMelo Ball à Spire que par les guards qu'il avait cette année à Kentucky. Et donc, il y a un Wildcat. Oh, Un nouveau participant. exactement. Donc en gros, il n'a pas été mis en valeur sur ça et que même, c'était un joueur qui faisait du pick and pop en lycée, de ce qu'il se disait, à mi-distance. Hein. Donc, et moi j'ai trouvé franchement que sa mécanique, elle était plutôt solide. Il est à plus de 70% pour un intérieur un poste 5 de son âge, pour moi c'est bien. Après, défensivement, il est aussi à l'aise sur l'homme, mais sur le weak side, il est monumental. Ben a dit le nombre de contres. En fait, quand tu es sur le terrain, c'est 13% de contres. C'est dans l'élite NCAA pour tous les joueurs de toutes les conférences. Donc, en termes de protection de cercle, c'est incroyable. Après, comme disait Pierre, du coup, ce qui contrebalance ça, c'est le nombre de fautes, qui est souvent un vrai défaut chez les jeunes intérieurs en NBA, qu'on souligne pas beaucoup parce que c'est rare qu'ils jouent plus de 20-25 minutes, mais qu'il va falloir gommer avec l'âge. Souvent, ça se gomme un peu tout seul, mais pas toujours. Ben, est-ce que quelqu'un a une autre remarque sur Isaiah Jackson? Je vais juste donner rapidement son classement. Il est 20e de notre big board pour le moment, donc c'est un consensus évidemment. Manu est très haut, il est 11e. Ben est très bas, non, c'est le plus bas d'entre nous, il est 32e. Moi je suis à 30 et Alan est à 24. Donc, dans l'ensemble au premier tour, même si Ben hésite, est-ce que quelqu'un a une remarque à faire sur Isaiah Jackson? Et d'abord, Pierre, est-ce que toi, je ne sais pas si tu as un big board, mais est-ce que tu le classerais à peu près dans ces eaux-là? Ouais, complètement, entre 20 et 30, moi je l'ai dans ces eaux-là. Après, moi je suis toujours embêté par ce genre de profil, dans le sens où effectivement il y a quand même un cruel manque de kilos, quoi. 93 kilos, c'est quand même très 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 léger. Et par exemple, moi le dernier match de Kentucky, c'était contre Mississippi State. Et les intérieurs de Kentucky ont pris la marée en première mi-temps, ils se sont fait défoncer, quoi. Parce qu'il y a des babards en face et ils ont pris l'eau, quoi. Donc moi, ça me reste un gros frein. Après, le potentiel athlétique est incroyable. Franchement, c'est un flic de dingue. Et c'est vrai que sur le départ en dribble, il y a aussi quelque chose, quoi. Quand il arrive à se remettre face au cercle, c'est quand même super intéressant. Faut pas lui demander de faire trop des mouvements au poste bas, mais pour bien utiliser, il peut être vraiment intéressant. C'est clair. On vous conseille quand même de regarder Mississippi State, des highlights sur YouTube. Il n'y a que des mecs qui font 10 heures de muscu par jour et une demi-heure de basket. C'est exactement ça. Équipe de bûcherons. C'est assez fou.
Ah oui, absolument. Avec Robert Woodard et Reggie Perry l'année dernière, pour ceux qui les connaissent un peu en NBA, bah, c'est le même genre. Hein. Vous prenez ce moule-là avec des bien larges épaules là. D'autres remarques sur la cote d'Isaiah Jackson? Elle va monter, elle va descendre, elle va rester la même. Calipari va le vendre dans la loterie? Elle va monter, je crois. Elle va monter. Moi, je pense qu'il devrait partir entre 18 et 25. Les gars de Kentucky montent toujours dans le pré-draft. C'est vrai. Et Mais ça reste un pivot. un pivot, mais il n'y en a pas beaucoup avec ce profil-là, hein, Alan. Des switch all pivots là, de tête. Peut-être Kai Jones, mais encore, on n'est pas sûr. Ouais, Kai Jones, c'est dans le délire, mais ça reste un intérieur, donc il faut voir comment il va être évalué et comment son profil est peut-être dévalué par les franchises NBA. Alan et les intérieurs. Mais oui, mais quand tu... Non, la NBA, Ouais, elle est mais là, intérieure. tu parles d'un mec qui peut switcher, qui peut faire du rôle. Enfin, tu vois, Bob Williams, il a été drafté à peu près entre 18 et 25, non? De tête. En 27. Ah, En plus bas que ça, ouais, oui, quand même. C'est un peu le profil, ce profil-là. Mais, Un peu, ouais. ouais, exactement. Mais Bob Williams est tombé Ouais, il y a aussi pas de parce qu'il y avait des comportement, soucis ouais. hors terrain. Je pense pas qu'il y ait des trucs hors terrain. Oui, il manque une ou deux cases, je crois. C'est ce qu'on nous avait dit, mais... Mais je pense qu'il peut être. Ah oui, complètement. Mais en tant que fan de Boston, je pense Oui, qu'on oui. on le voit parfois. Non, ben après, Mais, je suis pas sûr que notre ami Isaiah Jackson soit nettement au-dessus parce qu'il a quand même dit dans sa bio de Kentucky que son film préféré est l'incroyable Hulk. Donc moi, ça me laisse un petit peu dubitatif si vous voulez, mais bon, après, tous les goûts sont dans la nature. C'est lequel, l'incroyable Hulk? Il y a plusieurs films Hulk. Alors là, c'est trop bon demandé là. Celui avec Edward Norton, je pense. Ouais, je pense que Je c'est crois que celui-là. c'est celui avec Edward Norton. C'est des années 2000 là. Il me semble que c'est Ah, ouais, c'est ça, t'as raison. Celui avec Edward Norton, bon, 2010, je crois. 2008. C'est pas le meilleur film d'Edward Norton. Hein. On est d'accord. Après, Pas du tout. pas du tout. Ben qui connaît aussi le cinéma, pour ceux qui veulent aller lire ses chroniques. Mais c'est écrit en anglais ou c'est écrit en français? Incroyable. Je me rappelle plus. Oui, non, c'est écrit en anglais. J'en ai écrit en français pour le boulot, par exemple. Ah oui, voilà. Urbania.ca. Bon. Ouais, voilà, paf, placement produit. C'est comment, Ben? Alors, on passe à la suite ou pas, non? Vous avez d'autres remarques? Isaiah Jackson, on ferme le dossier, tac tac, on se lave les mains. Kentucky, On aime. bien. Très bien. Si Manu, t'avais pas de remarques sur son comportement, toi qui aime bien regarder ça? Non, il n'y a rien qui m'a sauté aux Bon. yeux. Faudra que je fouille un peu, mais sur le terrain, en tout cas, sur le terrain, on pourrait voir maintenant sur le banc, sur les échauffements, mais sur le terrain, non, il n'y a rien Ok. qui m'a fait. On imagine à l'échauffement un mec qui dunk beaucoup. Ce qui ne veut rien dire, évidemment. On l'a tous vécu. C'est l'heure. C'est l'heure de la chronique de Ben, l'obsession de Ben. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada, por eso me motiva sin fallo de despertarlo. No es amor, lo que tú sientes se llama obsesión, una ilusión en tu pensamiento. Alors, Benoît, j'ai besoin de savoir de qui tu vas me parler. D'un combo guard Hmm. de VCU Hmm. qui joue dans March Madness, qui est un joueur très étrange, comme tu sais, comme je les aime. Un dénommé Nashawn Highland, surnommé Bones, parce qu'il était vraiment très maigrichon lorsqu'il était au lycée. Il est plus maigrichon maintenant. Il fait 190 livres, ça fait combien? 89 kilos? Ouais, à peu près, ouais. Un peu plus. Pour un poste 1-2, c'est respectable. Il fait 6'3", 190. Et Nation Island est un bon scoreur, mais pas un excellent scoreur.
Il n'est pas un bon passeur. C'est pas un jeu. Quoi? Ben, il a deux passes par match cette année, là. Il a. Mais il n'est pas un joueur défensif incroyable non plus parce qu'il manque de coffre. Mais Nashon Island a un don de Dieu pour finir dans le trafic. Il est absolument incroyable pour finir des shots difficiles, parfois après contact, hors d'équilibre, avec 3 défenseurs dessus. C'est un magicien du tir difficile. Et pour ça, c'est un skill qui ne s'apprend pas. De finir aussi bien dans le trafic, de pouvoir se contorsionner pour éviter le contact ou pour travailler au-delà du contact et pouvoir finir aussi avec autant de grâce et de facilité. C'est ce qui me fait croire que malgré le fait qu'il soit entre un joueur correct et ordinaire, autrement, il y a une place pour lui en NBA parce que c'est un des skills les plus difficiles à apprendre en NBA de finir avec autant de vigueur et de facilité. Moi, j'adore regarder Bones Island jouer parce qu'on dirait un joueur à 2K qui a 99% de finish à 2 points. Il est 65% au cercle. Ah ouais, mais il fait c'est 65%, c'est avec la cavalerie et le Mordor sur le dos là. Pour les habitués du Seigneur des Anneaux, là, il a Sauron qui lui colle au cul. Il est capable de finir. C'est incroyable. Ben, je veux dire, Alan et moi, on en parle parfois. Là, c'est un des joueurs. Il a fait un tir. C'est Alan, je crois, qui avait mis la vidéo sur Twitter. Il a fait un tir. Son coéquipier rate un 3 points. Il prend le rebond au vol. Il prend même pas le temps de mettre ses pieds. Il prend le rebond au vol. Il finit. Il tombe sur le cul. 3 points. Boum! Magnifique. C'est un joueur presque qui fait des trick shots à l'intérieur des matchs. Il a dû toucher. Vous avez vu? Vous en pensez quoi? Bah déjà, moi je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. L'Atlantic 10, Ok. c'était sans moi cette année malheureusement. Mais je regarde les stats brutes. Je vois 8 tentatives à 3 points par match, 37%, 86% au lancer franc sur 5 tentatives par match. Et je dis, j'achète le shooter, déjà. Si tu me dis en plus qu'il a dû toucher près du cercle, ça veut dire qu'il a dû toucher. C'est des choses qui s'apprennent un peu moins que le reste. Donc c'est intéressant. Il a un don de Dieu, Alex. Il a un don de Dieu. C'est plus que du toucher, là. Un don de Dieu et une apostrophe au milieu de son prénom. Alors, Alan, aide-moi donc, là. Et j'ai envie de dire qu'Envergure prévient toujours, parce qu'il était dans la liste des 10 sophomores à suivre. Pour la c'est vrai, draft dès le début de saison. cette année. C'est vrai, on avait identifié son profil mais franchement, il est en carrière à quasiment 40% à 3 points. Il prend un tiers de ses tirs en pull-up. En son âge, il a augmenté au lancer franc cette année. Ce mec sait mettre des paniers. Et ce mec va jouer en NBA. Il est je l'ai au tout début du 2e tour pour l'instant, mais dans un tiers avec des mecs qui commencent dans les 20. Donc je suis très 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 chaud sur lui. Surtout qu'il a pris des kilos parce qu'il faisait 74 kilos l'été dernier. Ouais. Il n'est plus Bones. Il n'est plus Bones et il joue dans la même conférence que Fats. Il est Nashon. Ce qui est un peu rigolo. Fats Russell. Et il sera à la March Madness. Il sera à la March Madness et alors ce sera pour les couches tard, on va finir là-dessus. Match à, je suis en train de calculer, quasiment 2h du matin, heure française, mais ça va être hyper intéressant pour les gens qui veulent suivre un peu la draft, puisque d'un côté on aura donc Bones Island et de l'autre on aura Oregon avec Chris Duarte. Ils vont certainement défendre l'un sur l'autre à un moment donné. Avec Will Richardson évidemment, friend of the program, qu'on adore ici. Exactement. Absolument. Mais voilà, Oregon VCU, c'est dans la nuit de samedi et dimanche, je pense. Donc voilà, la March Madness va commencer. Je vous refais le topo. La March Madness va commencer. Il n'y aura pas Isaiah Jackson, mais on vient de vous faire son scouting report. Notre big board est sur le site. Vous pouvez aller consulter les profils des joueurs, évidemment aussi sur le site envergure.co. Vous pouvez aller noter nos podcasts sur la plateforme de votre choix. Et vous pouvez nous envoyer évidemment des compliments en message privé, puisque on adore ça. Voilà.
Merci beaucoup à tous. Vous pouvez dire à Alan à quel point il est beau, là. Oui. Et surtout sur les vidéos First Team. Allez Ayayi, allez Ponce. Oui. Tennessee Gonzaga qu'on va suivre de près à la March Madness évidemment. Surtout Pierre qui a suivi Tennessee toute la Exactement. saison. Merci Pierre évidemment pour ta dispo ce Oui. soir. C'était Au top. plaisir. Et puis, Merci, Pierre. et puis voilà, à bientôt, à la prochaine, semaine prochaine, nouveau podcast. Ça va régaler. Ciao. Salut.